Nous enchaînons, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, nous enchaînons sur la deuxième étape de notre colloque, la deuxième table ronde, et vont y participer Monsieur le Président Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, qui aura certainement à commenter notamment les décisions qui ont été prises dans le cadre du dossier Vincent Lambert. Nous entendrons également Madame Frédérique Netter-Dreyfus, qui est conseillère à la Cour de cassation et professeure de droit, et qui s'est beaucoup investie dans ces questions de fin de vie, d'éthique biomédicale, notamment comme membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et la santé. Et puis, j'ai à côté de moi Monsieur Tanguy Châtel. Monsieur Châtel, vous êtes chercheur, sociologue, anthropologue, et vous avez particulièrement concentré vos recherches sur les questions de la sociologie du vieillissement, de la maladie, de la mort, de la dépendance, des soins palliatifs, de l'euthanasie, du deuil, et un certain nombre de questions sur la sociologie de l'accompagnement des personnes vulnérables, et également les mutations du religieux et du spirituel. La question que nous avons à aborder vous paraît peut-être restrictive et n'hésitez pas à l'élargir. Il s'agit de la question des directives anticipées. Les directives anticipées, elles existent dans notre droit. Mais ce qui est en débat aujourd'hui, c'est deux choses. Sur quoi portent-elles? Car naturellement, on ne peut donner de directives anticipées que sur des choses qui sont permises par la loi et dans des circonstances qui sont déterminées par la loi. C'est un point très important. Et la deuxième question que l'on doit se poser, c'est quelle est la portée des directives anticipées? Aujourd'hui, la loi dit qu'elles sont prises en compte dans certaines circonstances. Et la décision revient au médecin. La question se pose de savoir si les directives anticipées sont irréfragables quand les circonstances qu'elles prévoient surviennent, ou si des exceptions à leur mise en œuvre peuvent être prévues. Au-delà des directives anticipées, qui ne peuvent naturellement porter que sur l'expression de la volonté d'un patient qui ne peut plus l'exprimer lui-même parce qu'il n'est plus en mesure de le faire, il y a bien sûr la question de la décision, de la manière dont elle est prise et de la manière dont les droits qui sont reconnus aux patients sont suivis des faits. Dans quelle mesure? Quelle est la place de l'appréciation médicale? Quel est le rôle de la personne de confiance? Quel est le rôle des proches? Quel est le rôle de la famille? Toutes ces questions ne sont pas des questions nouvelles, mais elles sont plus que jamais en discussion. Et l'objet de cette table ronde va être d'essayer de creuser un petit peu ces questions. Alors je vais donner en premier lieu la parole à Monsieur le Président Jean-Marc Sauvé, non sans avoir rappelé que le Conseil d'État n'a pas seulement à intervenir dans le cadre de contentieux qui peuvent porter sur l'accompagnement de la fin de vie et voire l'arrêt des traitements dans l'hôpital public, mais qu'il a aussi, en 2009 notamment, élaboré un rapport, ce n'était pas le premier, sur la révision des lois de bioéthique qui comporte un certain nombre de pages sur la question de la fin de vie. Et donc le Conseil d'État a une réflexion d'ensemble sur ces questions et pas simplement un apport contentieux. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de faire référence à ce rapport de 2009 qui a été préparé par un groupe de travail particulièrement éclairé et inspiré. Alors, après 10 ans d'application de la loi du 22 avril 2005, le bilan des directives anticipées apparaît mitigé, alors qu'elles sécurisent les choix opérés en fin de vie, dans le respect des volontés individuelles. Les patients ne se sont pas véritablement appropriés cet outil
Et je voudrais en quelques mots revenir sur le bilan de cette loi avant d'évoquer les conditions d'une remise à plat de l'instrument que représentent les directives anticipées. Alors, ces directives, elles organisent de manière préventive et souple la continuité temporelle du consentement libre et éclairé des patients au traitement qu'ils subissent ou risquent de subir. Alors, le cœur, bien sûr, de la législation en matière médicale, c'est bien, et on l'a dit, le consentement libre et éclairé des patients au traitement qu'ils subissent. Alors, la réglementation, elle ne précise pas le contenu de ces directives anticipées. Elle fixe cependant les règles d'authenticité et de validité de ces directives. Et ces directives, donc, elles sont indissociables du droit à consentir, donc de manière libre et éclairée, à un traitement ou à un acte médical. Et il faut donc, à cette fin, disposer d'une information complète et accessible sur son état de santé, sur les traitements susceptibles d'être proposés et sur les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, que ces traitements comportent. Alors, ces directives, donc, elles constituent l'élément le plus fiable et consensuel pour déterminer la volonté d'un patient en état d'inconscience, mais elles ne revêtent pas, en l'état actuel du droit, un caractère contraignant ou obligatoire. Lorsqu'un médecin estime qu'un traitement constitue ou est susceptible de constituer une obstination déraisonnable, c'est-à-dire apparaît inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, il peut décider d'arrêter ou de suspendre ce traitement. Et avant de prendre une telle décision, et lorsque le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, le médecin doit préalablement s'enquérir de l'existence d'éventuelles directives anticipées et, en pareil cas, il doit les prendre dûment en compte. Si le pouvoir d'appréciation du médecin est ainsi contraint par l'existence de directives anticipées régulières, il n'est pas lié par elles. Le médecin ne peut les ignorer et doit les consulter, mais il n'est pas tenu de les suivre. Ces directives doivent en effet être mises en balance avec des éléments médicaux relatifs à l'état de santé du patient, mais aussi avec d'autres éléments non médicaux permettant d'éclairer sa volonté, à savoir l'avis de la personne de confiance ou celui de sa famille, ou à défaut, celui de ses proches. Et si le poids respectif, et c'est ce que le Conseil d'État a jugé dans l'affaire Lambert, si le poids respectif de ces éléments médicaux et non médicaux ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, donc le Conseil d'État a précisé que le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté du patient que manifestent, donc, le cas échéant, les directives anticipées. Le problème, c'est quand il n'y en a pas. De même, le Conseil d'État a tenu à rappeler, dans son analyse de la compatibilité de la loi du 22 avril 2005 avec la Convention européenne des droits de l'homme, que doivent être respectées les garanties tenant notamment à la prise en compte des souhaits exprimés par le patient. Alors, la faible utilisation des directives anticipées, je crois, ne remet pas en cause leur bien-fondé, mais elle appelle des mesures d'information, d'accessibilité et d'effectivité renforcées. Les facteurs expliquant cette application limitée sont de plusieurs ordres. Le premier facteur consiste en un manque d'information des personnes sur l'existence et les modalités de ce dispositif, comme l'ont montré notamment les conclusions du débat sur la fin de vie. Cette carence vise en particulier les personnes souffrant d'une affection potentiellement grave, auxquelles il est rarement proposé de consigner leurs directives lors de leur prise en charge. Ensuite, lorsque les directives sont rédigées, elles peuvent être inexploitables, soit parce qu'elles n'ont pas été actualisées, soit parce que les options thérapeutiques envisagées ne sont pas pertinentes au regard de l'état de santé du patient, soit encore parce que les choix retenus par ce dernier sont présentés d'une manière insuffisamment précise et circonstanciée. Ces lacunes tiennent notamment à l'absence de formulaires types élaborés en fonction de la nature et du degré d'avancement des affections graves les plus répandues.
Enfin, même valides et précises, les directives anticipées demeurent souvent peu accessibles au corps médical qui n'est pas systématiquement informé de leur existence et pas toujours en temps utile. Il n'existe en effet aucune mention spéciale signalant leur existence dans le dossier médical du patient, ni aucun fichier notamment dédié à ces questions. Pour toutes ces raisons, une rénovation du dispositif actuel paraît souhaitable et la proposition de loi donc présentée par M. Claes et Leonetti rassemble sur ce sujet plusieurs pistes de réforme. Alors, dans la perspective donc, de la réforme de la législation, plusieurs points méritent une attention particulière. Le premier, en amont, le renforcement de la portée contraignante des directives implique que les conditions d'une expression libre et éclairée de la volonté du patient soient réunies. Il ne suffit pas que les directives soient authentiques et valides, il faut encore qu'en amont, une information complète et accessible soit délivrée au patient sur son état de santé, sur les options thérapeutiques susceptibles de lui être proposées et sur les risques que présentent leur mise en œuvre, leur suspension ou leur arrêt. En deuxième lieu, si les directives revêtent un caractère contraignant, celui-ci ne saurait être opposable au patient lui-même. Ses droits de rectification et de révocation devraient être préservés et même sanctuarisés. Tout patient, par tout moyen et à tout moment, doit être en mesure de modifier ou de supprimer aisément et sans formalité ces directives ou les directives qu'il a rédigées. Lorsque le patient est dans un état d'inconscience, ces directives expriment une présomption de volonté, elles sont une approximation, certes très forte, de ce qu'aurait été sa volonté consciente, mais cette présomption ne peut être irréfragable. Elle doit pouvoir être levée lorsqu'un faisceau d'indices probants et circonstanciés démontre qu'elles ne correspondent plus à la volonté du patient. En troisième lieu, le caractère contraignant des directives à l'égard des médecins ne saurait être absolu. L'arrêt ou la suspension d'un traitement qui n'aurait pour seul effet que le maintien artificiel de la vie relève d'une décision médicale et de la déontologie de la décision médicale. Elle repose sur l'appréciation de l'état de santé du patient, sur son évolution, sur la souffrance endurée ou susceptible de l'être et sur un pronostic. Quelles que soient les volontés du patient, elles se sont exprimées sur le fondement d'une hypothèse dont il revient au médecin de vérifier la réalisation ou pas. C'est ainsi au médecin, ou mieux à un collège de médecins, qu'il appartient de qualifier, par exemple, des lésions de graves et irréversibles et d'évaluer en toute indépendance si un patient inconscient a des chances réelles ou très faibles d'éveil ou de réveil. Par ailleurs, compte tenu des effets potentiellement irréversibles d'un arrêt ou d'une suspension de traitement, plusieurs clauses de sauvegarde devraient pouvoir être actionnées par le médecin. En cas d'urgence vitale, d'abord, le médecin n'ayant pas connaissance des directives doit pouvoir intervenir sans risquer de commettre d'illégalité. En outre, il doit pouvoir être délié de l'obligation de les suivre lorsqu'elles lui apparaissent manifestement inappropriées à la situation du patient. Enfin, il ne saurait être lié par des directives illégales qui lui prescriraient, par exemple, de donner délibérément la mort. Le renforcement nécessaire et bienvenu de l'autorité des directives rendra, il faut bien le mesurer, plus complexe le pouvoir d'appréciation du médecin et sans du tout l'annihiler. De même que dans la législation actuelle, le pouvoir de décision du médecin doit se conjuguer avec la prise en compte de la volonté du patient. De même, demain, le renforcement de la portée des directives anticipées doit laisser subsister entre les mains du médecin ou du collège médical une marge d'appréciation significative et ne rend pas sans objet donc la procédure collégiale. Dans tous les cas, un discernement attentif à la singularité de chaque situation humaine reste nécessaire. J'en arrive à la conclusion. Le faible usage des directives anticipées n'en remet pas en cause la pertinence, pas du tout. Cet instrument qui marque l'autonomie de volonté du patient ne peut que monter en puissance dans les années à venir. Il est par conséquent très souhaitable donc de réexaminer le contenu, la portée
portée et la mise en œuvre de ces directives. Il faut aussi et surtout engager des mesures de sensibilisation et d'information auprès des patients, des familles, comme auprès de l'ensemble des professionnels de santé, car rien ne serait plus préjudiciable que la reconnaissance des droits nouveaux, qui, pour des raisons pratiques ou en raison d'un manque d'appropriation, resteraient inappliqués ou formels. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président, de cette communication. Madame Dreyfus-Netter, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis très honorée de pouvoir intervenir devant cette Assemblée et à un moment qui est très important puisqu'on est au cours des travaux parlementaires. Donc, je me dis que peut-être certaines choses qui vont être dites aujourd'hui vont être entendues ou vont permettre certaines réflexions. Alors, je suis effectivement conseillère à la Cour de cassation. La Cour de cassation n'a pas eu jusqu'à présent, et je ne le regrette pas du tout, à traiter d'affaires sensibles concernant la fin de vie, mais nous pourrions être amenés, dans la mesure où le cas de Vincent Lambert se produirait dans une clinique privée, nous pourrions être amenés à statuer et donc à interpréter la loi telle qu'elle va être votée. Alors j'indique que je parle en mon seul nom, je ne représente absolument personne, ni la Cour de cassation bien entendu, ni le CCNE au sein duquel j'ai participé à la rédaction de l'avis 121 sur la fin de vie. Alors, je m'associe à ce qui vient d'être dit par Monsieur le Président Sauvé. Je trouve que cette modification de la loi de 2005 est une bonne chose et je suis favorable à ce que l'on donne plus de poids à la volonté de la personne, y compris par le biais des directives anticipées, qui ne sont plus aujourd'hui de simples souhaits, comme le dit la loi aujourd'hui, mais une véritable volonté, avec toutefois une petite réserve que j'indiquerai tout de suite sur la notion de manifestement inapproprié, qui me paraît être une source possible de contentieux, et j'aurais souhaité une formulation un peu plus précise, par exemple, comme l'indiquait M. Sauvé il y a quelques instants, des directives anticipées qui, par des indices précis et concordants, on saurait qu'elles ne correspondent plus à la volonté du patient, ce qui est déjà plus précis. Alors, j'ai bien compris que certains critiquent la proposition de loi parce qu'elle ne va pas assez loin, qu'elle ne permet pas l'assistance médicale à mourir. J'ai visionné la vidéo des travaux de la commission. J'ai bien compris que pour d'autres, elles vont trop loin parce que c'est une forme de toute puissance de la volonté du patient qui s'imposerait au médecin. Donc moi, je ne reviendrai pas du tout sur ce débat. Je veux simplement indiquer que si je suis tout à fait favorable à la proposition dans son esprit, je trouve que les choses se compliquent quand on entre dans le détail. Alors, d'abord, le nouvel article L1111-11 reprend la formulation qui est déjà celle de la loi aujourd'hui, c'est-à-dire que les directives anticipées concernent les conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est un petit article 7 qui est assez inaperçu, qui est passé assez inaperçu, et j'ai mis quelque temps avant de trouver exactement où était ce problème. C'est que selon l'article 7 de la proposition, cet article se trouve désormais coiffé par un titre qui lui a été modifié et qui est maintenant expression de la volonté des malades refusant un traitement et en fin de vie. Et en réalité, si on regarde le reste de la proposition, on pourrait dire que les directives anticipées ne sont que, en tout cas, on ne pourrait pas reprocher à un juge de les interpréter comme cela, ne sont que des directives anticipées de refus de traitement. Et c'est ça qui vraiment me pose problème. Ça me pose problème pour plusieurs raisons. D'abord parce que, selon le nouvel article L1110-5.1, qui est nouveau et qui n'est pas propre à la fin de vie, qui est un texte général, il y a un principe, c'est que les traitements, quand ils n'ont d'autre effet que le maintien artificiel de la vie, sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire le sous réserve, et selon la procédure collégiale, sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Alors, je ne pense pas être contredite si je dis qu'en matière de légistique, quand on emploie l'indicatif du présent, ça veut dire que c'est un devoir médical et donc ces traitements ne sont pas entrepris ou ils sont suspendus. Dès lors, je ne vois pas bien quelle est l'utilité de directives anticipées
pour enjoindre aux médecins de ne pas entreprendre ou de suspendre les traitements dans ces conditions, puisque de toute façon, c'est déjà dans la loi. Alors certes, j'ai entendu tout à l'heure ce qu'a dit M. Leonetti en introduction à ce colloque, c'est qu'il y a des choses qui vont mieux lorsqu'on les dit expressément et qu'il y a des lois qui peuvent paraître superflues et qui en réalité ne le sont pas. Donc je veux bien l'entendre. Ce qui m'inquiète plus, c'est que la loi, la proposition en tout cas, qui permet la sédation profonde, associe nécessairement, si j'ai bien compris, en tout cas c'est ce que je lis dans les textes, cette sédation à l'arrêt de l'ensemble des traitements, y compris la nutrition artificielle et l'hydratation. Alors, dans ce cas-là, je m'interroge sur la possibilité qu'aurait un patient d'exprimer dans ses directives anticipées autre chose que ce qui est déjà prévu dans la loi. Par exemple, pourrait-il demander, comme il pourrait le faire s'il était vivant, s'il était conscient, puisque vivant il est, excusez-moi, comme il pourrait le faire s'il était conscient, demander que l'on entreprenne encore le traitement de la dernière chance, l'énième chimiothérapie dont il espère que peut-être elle prolongera sa vie. Si ce sont des directives de refus, est-ce qu'il pourra, par des directives anticipées, dire qu'il souhaiterait que l'on arrête dans telle situation certains traitements, mais pas d'autres? On peut imaginer qu'il y a des personnes qui, à tort et à raison, peuvent souhaiter que l'on arrête des traitements curatifs, mais que l'on maintienne la nutrition et l'hydratation. Pourrait-il demander, et ça a été évoqué tout à l'heure par d'autres orateurs, bénéficier d'une sédation, mais la sédation intermittente, qui ne soit pas permanente? Alors voilà, moi je m'interroge, compte tenu de la rédaction, mais c'est peut-être simplement un problème de rédaction, sur la possibilité pour le patient d'exprimer autre chose qu'un refus, et autre chose qu'un refus déjà prévu par les circonstances, par ce qui est dit dans la loi. Alors, même dans cette hypothèse, les directives anticipées pourraient être utiles dans des cas limites, comme c'était le cas dans l'affaire Vincent Lambert, ou dans des cas extrêmement complexes, où finalement personne n'est capable de dire si on est vraiment dans une situation d'obstination déraisonnable, ou si on est vraiment dans une situation de maintien artificiel de la vie, ce serait au moins un effet simplificateur, c'est-à-dire qu'en se référant à la volonté du patient exprimée dans ces directives anticipées, on aurait un guide de conduite. Cependant, je trouve dommage de se limiter à des directives de refus et je regrette que n'aient pas été explorées d'autres pistes. Par exemple, la piste que nous avions dégagée dans l'avis 121 du CCNE, qui distinguait deux sortes de directives anticipées, ce qui était d'une part les véritables directives anticipées au sens strict, celles qui sont rédigées par des personnes qui sont déjà malades. Et personnellement, je crois beaucoup à l'utilité de ces directives anticipées parce que les médecins connaissent très bien les maladies, les difficultés liées à la fin de vie, les symptômes réfractaires, l'efficacité ou l'inefficacité des traitements, leurs effets indésirables. Les associations de patients sont également très investies dans ce champ. Et donc là, je pense que ces directives anticipées, celles des personnes déjà malades et qui auraient valeur obligatoire, seraient très importantes. Mais le CCNE prévoyait qu'à côté de ces directives-là, il y aurait une autre forme de directive de fin de vie qui ne comporterait que des souhaits et qui pourrait être beaucoup plus générale. Par exemple, une personne hébergée en EHPAD pourrait souhaiter, en fin de vie, de ne pas être transportée à l'hôpital ou d'être ramenée chez elle pour mourir. Évidemment, ces directives-là ne pourraient pas avoir un effet entièrement obligatoire et ce serait uniquement dans la mesure du possible. Mais je ne vois pas pourquoi la proposition de loi exclut ce type de directive. Et enfin, je regrette surtout, bien que je comprenne l'esprit de cette proposition de loi qui correspond à un certain état de la société et à une certaine volonté politique aujourd'hui que je salue, qui est courageuse, je regrette qu'on n'affirme pas plus clairement, comme j'avais cru le lire dans les motifs de la remarquable décision du Conseil d'État, celle de juin, dans l'affaire Vincent Lambert, comme je le lis dans le guide élaboré par le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie. Je regrette qu'on n'ait pas affirmé le principe que toutes les décisions de fin de vie, qu'il s'agisse
de la détermination de ce qu'est l'obstination déraisonnable, de ce qu'est le maintien artificiel de la vie, qu'il s'agisse d'élaborer une stratégie thérapeutique ou une stratégie palliative, que n'affirme pas le principe que ces décisions ne reposent pas sur des appréciations purement médicales, mais qu'elles doivent tenir compte, même lorsque le malade n'est plus en état de s'exprimer, de sa personnalité, de ce qu'a été sa vie et donc continue d'être sa vie, et en particulier de ses exigences philosophiques ou spirituelles dont les directives anticipées pourraient être le reflet, ce qui n'est pas le cas dans cette proposition. Je vous remercie. Merci, Madame le conseiller. Monsieur Châtel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici pour apporter un éclairage qui est un éclairage des sciences humaines et sociales, en particulier un éclairage de sociologues, d'anthropologues qui se consacrent à ces questions depuis très longtemps. J'ajouterais que c'est un éclairage qui est très enraciné parce que je suis également bénévole en soins palliatifs depuis plus de 15 ans. Donc j'ai une connaissance des pratiques et des enjeux aussi autour de la fin de vie qui ne prétend pas rendre compte de la complexité de la situation, mais c'est quand même celle dans laquelle je m'enracine aussi. On a évoqué la question de la fin de vie beaucoup autour de questions médicales, autour de questions juridiques. Il nous faut effectivement la resituer, on l'a déjà un peu fait, mais je suis là aussi pour ça, dans une perspective sociétale, qu'elle soit anthropologique, qu'elle soit sociologique. Et c'est là-dessus que je vais essayer de vous inviter à réfléchir autour de la question des directives anticipées. Quand je regarde les directives anticipées et leurs revendications, la manière dont elles font l'objet aujourd'hui de débats tendus, je me dis qu'elles sont le reflet d'une certaine culture à un moment donné. Alors cette culture, c'est celle que je qualifie peut-être un peu vite d'une démocratie formulaire. C'est-à-dire que nous vivons dans une société où, en remplacement du dialogue, lequel est toujours coûteux, nous pourrions être tentés d'instaurer des formulaires prétendant répondre aux différents cas de figure qui se présentent. C'est une expression d'une société assez matérialiste, d'une société assez sécuritaire qui veut se prémunir de tout risque. Et on sait à quel point, autour de la fin de vie, le risque est omniprésent. C'est une tentation aussi de considérer, et ça c'est un point peut-être un peu délicat, que l'inattendu, que la surprise risquerait d'être mauvaise. Et donc il faudrait se prémunir par avance des mauvaises surprises, gommant l'idée que la surprise pourrait aussi être bonne. À savoir que si je prévois tout par avance, je ferme la porte à un certain nombre de situations que je n'ai évidemment pas préméditées. C'est une réflexion qui s'inscrit dans une logique qui est celle du problème-solution. Nous sommes, sur la fin de vie en particulier, comme dans tant d'autres champs de la société, tentés de tout ramener à des problèmes et donc de nous précipiter pour essayer de trouver des solutions à des problèmes. C'est une logique assez mécanique qui a cours depuis notre plus tendre enfance avec les problèmes de baignoire qui fuient ou de train qui arrive en retard à la gare. Nous sommes préformatés, j'oserais dire, à essayer de trouver des solutions partout, alors qu'il me semble que la question de la mort ne doit pas être posée comme un problème auquel on chercherait à tout prix à apporter une solution, mais peut-être comme une question, et que cette question, peut-être que nous ne sommes pas non plus en situation d'apporter toutes les réponses à cette question, et que cette question est peut-être plus un chemin, une quête, qu'une véritable question qui appellerait une réponse. Donc, prétendre répondre par un formulaire, même s'il était un peu qualitatif, à des questions complexes dans lesquelles il est quasiment impossible de se projeter, me semble déjà refléter un penchant de notre société à l'heure actuelle. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que d'avoir des directives anticipées, il y a dedans le mot anticipé, ça nous ramène à une autre illustration de la société dans laquelle nous vivons, c'est celle qu'on qualifie parfois de société de l'accélération, où il faudrait pouvoir tout régler dès maintenant pour plus tard. Donc, vous voyez la double tension entre je veux tout régler et je veux tout régler tout de suite, comme s'il fallait gommer l'incertitude, alors même que la question de la mort nous conduit à, au contraire, apprendre à la prendre en considération, alors même qu'Edgar Morin nous a invités depuis des décennies à penser que nous étions dans une société de la complexité
qui n'appellent pas des réponses simples ni des petites cases à cocher. Je ferai référence aussi à un autre, c'est un parallèle pas très lointain, à un autre dispositif qui est en train de se développer, c'est celui des conventions obsèques, où aussi autour de la mort, il faudrait pouvoir tout régler par avance, de sorte que nous pourrions convier nos proches aux obsèques que nous aurions réglées par avance comme sur du papier à musique. Et ce faisant, les priver d'une participation à ce qui se joue dans ce moment crucial de l'existence. Autour des conventions obsèques que j'ai particulièrement étudiées, on note d'ailleurs l'ambivalence des motivations. Les mêmes vous disent « je vais souscrire une convention obsèque pour protéger mes proches et les éviter d'avoir à se soucier de ça », mais je vais aussi souscrire une convention obsèque pour me protéger de mes proches, parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient être tentés d'organiser une cérémonie qui ne serait pas tout à fait conforme à ce que je souhaite. Donc il y a cette ambivalence persistante entre ma volonté et le besoin, malgré tout, de composer avec les autres, parce que, comme nous l'a dit Louis-Vincent Thomas il y a fort longtemps, la mort est un fait social. Ça n'est pas simplement un événement qui va me parler de ma vie à moi, de mon corps à moi. C'est un événement qui a de lourdes répercussions sur mon environnement, et à commencer par mes proches, mais plus loin, sur la société tout entière. Donc il est normal de resituer la réflexion de la fin de vie, à la fois dans un contexte singulier et aussi dans un contexte sociétal, appelant d'autres types, une autre réflexion sur les valeurs. Alors les directives anticipées, ça ne veut pas dire que je les écarte, au contraire, je trouve qu'elles ont une pertinence dès lors qu'on ne les réduit pas à vouloir tout régler et tout régler par avance. La deuxième question que je voudrais soulever, c'est celle de l'opposabilité des directives anticipées. Alors quand je m'interroge sur ce mot d'opposabilité ou de caractère contraignant des directives anticipées, eh bien, il y a quelque chose qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète, c'est l'évolution de la relation au médecin. Pendant des générations, des siècles, il était normal et même souhaitable de faire confiance à son médecin. Et j'assiste, en tant qu'observateur, depuis quelques années, décennies peut-être, à un fracassement, à une fissure dans cette relation de confiance, où au contraire, on serait amené à se méfier de son médecin parce que, sait-on jamais, il pourrait prendre des décisions qui nous nuiraient au nom d'une certaine idée qu'il a de la survie ou du soin. Je suis troublé parce que dans le même temps qu'on met en avant l'idée qu'il faudrait quand même se méfier de son médecin, c'est bien le médecin que nous allons solliciter pour attester que les décisions de fin de vie ou le refus des décisions du maintien des traitements en fin de vie est légitime ou pas. Il y a donc là encore une drôle d'ambivalence entre j'aime mon médecin mais je ne l'aime pas tant que ça, j'en ai besoin mais j'aimerais m'en passer. Bref, ça nous invite à repenser de manière plus large, me semble-t-il, la question de la relation soignante et pas simplement la question de la fin de vie, alors même que la fin de vie vient nous questionner sur cette relation soignante parce qu'elle est un focus particulièrement aigu. Je m'inquiète que nous ne basculions à vouloir, et je rejoins parfaitement les deux analyses qui ont été faites jusqu'à présent, à vouloir rendre cette décision, cette directive anticipée trop contraignante, et je crois qu'il lui faut absolument lui conserver une part de souplesse, parce que nous pourrions assister à ce qu'on pourrait appeler la revanche du patient. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de parcourir la culture contemporaine en disant pendant longtemps, le patient n'avait pas le droit à la parole, il était instrumentalisé, enfin, il redevient acteur de sa santé. À quel risque ? Au risque de prescrire un certain nombre de choses, y compris contre certains avis médicaux. Vous voyez, là où je vous invite, c'est à essayer de réfléchir au point d'équilibre entre des situations de vie qui sont singulières, mais qui mobilisent une science, qui mobilisent des savoirs qui échappent au commun des mortels. Donc il y a une véritable alliance thérapeutique et il me semble que la question de la fin de vie aujourd'hui nous pousse à y réfléchir de manière intense. Le quatrième point qui me semble aussi important, toujours sur la question de l'opposabilité, c'est d'évoquer que s'il y avait une opposabilité trop contraignante ou trop peu discutable des directives anticipées, je m'inquiète que ça ne puisse sonner le glas de l'éthique. Le glas de l'éthique au sens où l'éthique est justement la manière de se mettre ensemble, de manière interdisciplinaire, dans un esprit de dialogue et de collégialité, pour tenter de trouver à des situations insolubles et complexes la moins mauvaise réponse d'un point de vue médical et d'un point de vue philosophique.
Et si nous avions des directives anticipées trop contraignantes, alors pourquoi, je m'interroge, pourquoi les médecins et les infirmières et les aides-soignantes et les psychologues et tous ceux qui peuvent leur apporter leur concours, pourquoi se poseraient-ils tant de questions alors même qu'ils auraient sous la main un outil parfaitement légal pour trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Ça peut d'ailleurs rejoindre la question de la sédation qui a été évoquée préalablement. Or, l'éthique, et je citerai peut-être là Jean Leonetti dans ses travaux qu'il relate de la commission de 2005, l'éthique, c'est ce qui pousse à l'inventivité. C'est parce que la situation est complexe qu'il faut trouver ensemble des situations qui n'ont jamais existé. Et Jean Leonetti témoignait que lorsqu'il a présidé sa commission en 2004, eh bien, au début, ils s'opposaient les uns et les autres sur leurs certitudes. Et au terme du processus collégial, ils se sont rejoints sur leurs doutes afin d'inventer une solution qui est sans précédent, c'est celle de la loi Leonetti et qui a été pionnière dans l'ensemble du monde occidental. Alors je terminerai sur un point qui me semble important. Je ne conteste pas l'opposabilité des directives anticipées. Je pense qu'effectivement, il faut faire évoluer la législation pour leur permettre d'acquérir une force signifiante, pas forcément une force probante, mais une force signifiante supplémentaire. Ce que je regrette et ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas un réel processus d'élaboration de ces directives anticipées. Je vais vous faire une confidence. Ça fait 15 ans que je m'occupe de soins palliatifs. Je n'ai pas rédigé mes directives anticipées parce que je ne sais pas comment les rédiger. Je ne sais pas précisément quoi mettre dedans. Et si je devais les diriger en sachant qu'elles risquent de m'être opposées plus tard, alors voyez le poids supplémentaire que ça fait peser sur cette rédaction-là. Et je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas légitimer, valoriser un véritable processus d'élaboration de la directive anticipée, de sorte que, à l'égard du patient malade qui connaît sa situation, comme ça a été évoqué, on ait une discussion qui s'opère, qui s'enclenche assez vite, parce qu'on a des éléments objectifs, mais qu'à l'égard du patient qui veut rédiger dans l'abstrait ces directives anticipées, on puisse prendre la mesure de son monde intérieur par un véritable dialogue qui ne soit pas juste une interrogation au travers de quelques questions clés, qui soit un temps maturé pour aller à la rencontre de la personne souffrante et pouvoir être, comme doit l'être la personne de confiance, comme devrait pouvoir l'être le médecin dit de famille, c'est-à-dire celui qui connaît intimement le patient, et bien que collectivement il puisse y avoir un témoignage de ce qu'était le monde, de ce qu'est le monde intérieur du patient et de ce que, vu les circonstances qui se produisent et qui n'avaient pas été prévues, eh bien, il aurait ou il n'aurait pas souhaité. On est donc assez près de la personne de confiance, mais il faudrait étendre peut-être cette responsabilité parce que c'est une lourde responsabilité qui pèse sur la personne de confiance. Et la réflexion qui me venait avant-hier, elle est donc toute fraîche, c'est de me dire, eh bien, il y a des gens qui pourraient peut-être prêter leur concours à ça. Des gens qui sont à cheval entre le monde soignant, qui n'a pas aujourd'hui le temps à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus avec le patient pour l'aider à élaborer ses directives anticipées. Mais des gens qui sont suffisamment proches du monde soignant et qui sont suffisamment représentants de la société civile, c'est les bénévoles, puisque il se trouve que c'est un monde que je connais bien. Et je me dis, ces bénévoles qui sont aujourd'hui garants, qui ont été validés par l'institution, reconnus par la loi pour leur sérieux, pour leur niveau d'encadrement, pour la formation dont ils bénéficient, pour leur capacité d'écoute, pour leur connaissance des problèmes politiques, sociologiques, éthiques qui sont posés. Pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas que des bénévoles puissent aider à formuler les directives anticipées, non pas aider à les rédiger, mais aider à les formuler, aider à se poser des questions. Voilà. Et il me semble que là, nous aurions un tissu sociétal qui serait de nature à manifester qu'il y a une solidarité, y compris dans la rédaction des directives anticipées. Voilà ce que je voulais vous proposer comme réflexion pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Châtel. Et je remercie chacun des intervenants de la qualité de son intervention, qui vraiment apporte beaucoup à notre réflexion de sénateurs et certainement à la réflexion des personnes qui ont bien voulu se déplacer pour ce colloque.